Et bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Bon, voilà, vous m'avez présenté, donc très bien. Du coup, oui, en effet, je vais vous faire un petit retour d'expérience qui va se dérouler un peu en trois temps. C'est une première partie un peu rapide, ça va être sur le contexte là, de la manière dont s'est mis en place ce retour, enfin, cette activité qu'on a eue sur le foncier, sur les zones humides du bassin du Calavon depuis quelques années. Euh, vous présenter un peu la démarche qui a été engagée sur ces zones humides pour aboutir à cette stratégie foncière. Et puis un zoom sur deux sites en faisant plus partager un retour de terrain en fait sur la manière dont ça s'est mis en place. Contexte donc bon, le territoire du parc, pas besoin de le présenter énormément. Vous l'avez là donc en pointillé là, donc on a un territoire assez vaste hein, qui fait plus de 180 000 hectares avec une grosse, enfin 77 communes, avec des grosses problématiques autour de la pression foncière, des enjeux autour de l'eau sur les aspects ressources, risques, enfin comme tous les cours d'eau en fait et tous les territoires, on va dire, de PACA, on gère un peu les excès, quoi, entre trop d'eau ou pas assez. Donc un territoire concerné par un certain nombre de zones humides. Bon, les derniers inventaires qui ont été réalisés font état de pas loin de 500 zones humides représentant près de 10 000 hectares, mais avec un poids important donc, de l'axe durancien. Et donc, par rapport à cet aspect foncier, la charte du parc donc, indique qu'en effet, le parc peut se positionner dans la recherche d'une maîtrise foncière pour mettre en place sa politique d'intérêt général sur tout ce qui est aspect biodiversité, patrimoine, culture, afin de conduire et l'aider à conduire ces actions sur ces sites. Alors, cette maîtrise foncière, ce n'est pas forcément au parc d'en être directement propriétaire. On va plutôt rechercher à ce que ce soit les communes ou les EPCI qui, par un travail d'animation, se positionnent sur de la maîtrise foncière. Mais dans certains cas, ça peut être le parc directement. Donc, sur le territoire, on est concerné par plusieurs bassins hydrographiques, hein, donc principalement un bassin important qui est le bassin du Calavon, sur lequel il y a un historique de gestion du parc qui est assez important, puisqu'il est concerné par un SAGE qu'on a évoqué, que vous avez évoqué ce matin, au travers du spot là, du Pays d'Apt. Et ce SAGE, un peu de mal à passer les diapos. Il y a peut-être un temps de retard. Donc, ce SAGE recommande aussi de la maîtrise foncière sur principalement des enjeux liés à la ressource en eau, notamment les aires d'alimentation de captage d'eau potable, les aires de captage prioritaire, sur également les zones d'expansion de crues majeures du bassin du Calavon. De récentes études ont identifié ces secteurs qui jouent un rôle important pour les zones urbaines, notamment de Apt et de Cavaillon, et également les zones d'expansion, les espaces de mobilité du cours d'eau et les zones humides. Pas uniquement du Calavon, mais les zones humides dans leur ensemble. Sur ce territoire, donc, au niveau du portage hein, de cette animation, c'est un travail un peu à deux têtes, c'est-à-dire que le syndicat de rivière du Calavon porte tout ce qui est volet plutôt opérationnel, animation de contrats de rivière et un programme d'aménagement de protection contre les inondations. Et le parc porte plus l'aspect, on va dire, un peu stratégique, politique stratégique de gestion autour de l'eau, au travers de l'animation d'un SAGE, du SAGE du Calavon, mais également une animation sur au moins, il y a 7 sites naturels humides qui sont concernés sur le bassin du Calavon, dont un rivière qui est celui de l'axe même Calavon et un de ses affluents qui est l'Ancrème. Donc, sur la partie zone humide, donc on a des inventaires successifs qui ont été réalisés depuis 2005, les premiers sur ce bassin, puis complétés en 2010 suite aux évolutions sur ce qu'on définissait comme zone humide suite aux arrêtés de 2008, donc qui a apporté un gros complément d'inventaire sur ce territoire et qui s'est fait dans le cadre à l'époque, en 2010, dans le cadre de la révision du SAGE. Donc on est concerné par différents types de zones humides qui vont des bordures de cours d'eau à des zones humides de plaines alluviales, de prairies humides, de points d'eau ponctuels. Donc il y a un point important de zones humides artificielles, de 210 zones humides d'origine agricole ou industrielle, liées aux anciennes activités de carriers ou d'exploitation aucrière. Point important, mais en termes de surface très faible, c'est surtout les
zones humides de bordure de cours d'eau et des zones humides de tête de bassin versant qui couvrent une surface beaucoup plus importante et qui jouent un rôle et des fonctions hydrologiques notamment importantes sur ce bassin. À l'époque, en 2010, le SAGE avait voulu aller plus loin qu'un simple inventaire. L'idée était derrière de décliner un plan de gestion stratégique. Alors ça ne s'appelait pas comme ça à cette époque, puisque cette notion-là est apparue plus récemment. Mais on a en fait utilisé cet inventaire pour ensuite travailler sur une hiérarchisation, identifier les zones humides les plus importantes sur le territoire sur lequel il fallait prioriser les actions. Alors, ce plan de gestion stratégique de l'époque, de 2010, qui a été récemment réactualisé en 2019, dans sa démarche, c'était d'identifier donc ces zones humides à enjeux importants, donc qu'on entendait par enjeux, c'est-à-dire celles qui remplissent des fonctions d'un point de vue hydrologique et biologique fortes. Donc, il fallait évidemment avoir cette démarche de qualifier ces fonctions. Et ensuite, identifier, une fois qu'elles étaient identifiées, ces zones humides, de définir une stratégie de gestion. Donc, est-ce qu'il faut aller vers plutôt de la stratégie conservée, c'est-à-dire qu'en gros, des zones humides qui fonctionnent bien, qui ont des enjeux forts, qui subissent peu de pression, qui ont un bon état, et sur lequel on va chercher plutôt à conserver l'état de ces zones humides. Et à l'inverse, des zones humides qui remplissent des fonctions, qui pourraient remplir des fonctions importantes, mais qui sont dégradées ou qui subissent des pressions, et sur lequel on va avoir plutôt une stratégie de restauration. Et un intermédiaire sur celles qui subissent plus de pression qu'un état dégradé et sur lequel on va chercher à préserver ces zones humides et maîtriser les pressions sur ces zones humides. C'est un peu tout le fil conducteur aujourd'hui qui est défini et décliné au travers des plans de gestion stratégique qui se mettent en place sur certains bassins. Donc, cette démarche qu'on avait déjà engagée en 2010 nous a permis d'identifier déjà un certain nombre de zones humides à enjeu et avec des stratégies. Et partant de là, il a fallu après réidentifier aussi au sein de ces zones humides à enjeu les zones humides prioritaires à l'intervention. Donc là, on s'est intéressé d'abord en premier lieu donc celles toujours avec des fonctions fortes, mais menacées ou dégradées, ou pas forcément avec des statuts de protection existants. Donc, vous avez sur la carte là, en gros, toutes les zones humides prioritaires, enfin en tout cas à priorité d'intervention sur le bassin versant du Calavon, avec une représentation assez importante de zones humides de la stratégie de restauration et de certaines à préservation. On va chercher à maîtriser les pressions, les usages autour. Donc, à la suite de ce travail, 2010, il s'est trouvé qu'en 2000, je vais un peu trop vite, en 2010, en même temps, sur cette période, est arrivé un accord cadre qui a été signé entre l'Agence de l'eau et la SAFER-PACA, qui visait justement à mettre en place une politique foncière sur des territoires à enjeu au niveau de la ressource en eau et par rapport au captage prioritaire et aux zones humides. On s'est saisi de cette démarche pour inscrire dans cette convention un certain nombre de zones humides prioritaires du bassin du Calavon, notamment donc, celles que vous avez là à l'écran, les prairies de l'Ancrème, qui sont donc dans le parti des Alpes de Haute-Provence, qui sont des zones humides qui jouent un rôle important vis-à-vis notamment de la zone urbaine d'Apt en termes d'écrêtement de crues, qui sont une zone d'expansion de crue majeure, qui est inscrit dans le périmètre Natura 2000 du Calavon et sur lequel il y a un plan de gestion qui était en cours d'élaboration à l'époque. Un deuxième secteur important qui était le Calavon aval, donc avec également le même contexte que pour les prairies de l'Ancrème, mais avec déjà à l'époque une première démarche de maîtrise foncière du parc. On avait sur certains sites qui étaient identifiés dans le cadre du SAGE du Calavon, le tout premier SAGE, comme prioritaire. Il y avait 2 sites qui étaient concernés, je reviendrai dessus. Donc, déjà un contexte de maîtrise foncière engagé sur ce secteur. Et puis, 2 autres secteurs de prairies, OPED et MURS, également donc, des zones concernées par des futurs plans de gestion et des démarches ENS. Sur
Les zooms donc, en question dont je vous évoquais tout à l'heure, en fait, je voulais vous parler donc, des cas de l'ANCREM pour vous expliquer un peu comment c'est mis en place suite à cette convention cadre Agence de l'eau, SAFER, le dispositif localement avec les communes concernées. En fait, donc ce territoire, là, cette partie des prairies est concernée par 3 communes. Et il y a eu un premier travail d'animation en fait, auprès de ces communes qui a été engagé par le parc pour décliner auprès des communes des conventions d'intervention foncière, c'est donc des outils de la SAFER, pouvant donc engager la commune dans de la maîtrise foncière, de l'achat, et on y a associé dans cette démarche le CNPACA, le Conservatoire d'espaces naturels, comme opérateur dans la gestion de ces espaces-là. Donc une convention a été signée entre les communes, le SEN, le parc joue plus un rôle d'appui technique, on va dire, et la SAFER de par sa compétence foncière. Le principe en fait étant que dès qu'il y a une alerte foncière, la SAFER est au courant par le biais des notaires dans le périmètre concerné, cette alerte nous est adressée au niveau du SEN, du parc et des communes. Et nous devons apporter une réponse dans un délai assez court si la parcelle concernée est intéressante pour un positionnement, une acquisition par les partenaires qui se portent à la maîtrise foncière. Si ça se concrétise, puisque ce sont des grands ensembles de prairies essentiellement, sur lesquels il y a un usage agricole, la priorité après, c'est de pouvoir mettre en place ou de conforter la position d'un fermier ou d'un agriculteur, d'un éleveur sur ces espaces-là, si c'est toujours en prairie, voire restaurer la zone si c'est plus de la prairie, ce qui est le cas par exemple d'une grande parcelle qui a été achetée donc, avec la commune de Rayanne et le Seine, qui était donc en périmètre zone humide cultivée en maïs, sur lequel il y a eu donc une acquisition foncière qui a abouti et qui a amené après à la remise en prairie de cet espace, confié ensuite à un éleveur local qui cherchait du terrain en plus, donc qui avait besoin de terrain pour maintenir son exploitation. Et donc, on lui a confié par un bail à clause environnementale ce terrain, avec un engagement de sa part sur certaines gestions. Donc, ça a permis de restaurer finalement, de réduire les pressions liées aux activités de culture de maïs sur les zones humides, donc en bordure de l'entraîne. Donc, en gros, en bilan sur ce site-là, depuis la période que ça a été engagé, il y a un mouvement foncier qui était assez important, avec pas mal de notifications que nous avons reçues, mais finalement, il n'y a qu'un tiers, on va dire, ce que vous voyez, 30 hectares qui ont été réellement concernés par les zones humides, mais très peu en surface ont finalement abouti à l'acquisition dans le cadre du dispositif là, qui a été mis en place, de 7 hectares. Dans certaines situations, c'est d'ailleurs trouvé à devoir, le propriétaire ne voulant pas, en tout cas l'acquéreur, se positionne prioritaire à l'achat, il s'est trouvé qu'on a pu quand même passer une convention de gestion avec lui pour pouvoir assurer une maîtrise d'usage quelque part sur ce site et avoir une gestion sur les aspects zone humide, espèces, milieux de la parcelle en question. Donc, voilà pour ce site. Pour le site deuxième site sur le Calavon, donc j'ai évoqué tout à l'heure, on avait donc un programme d'action déjà de maîtrise foncière qui était porté dans le cadre du premier SAGE et le premier contrat de rivière du Calavon, qui concernait donc 2 sites, le site de la Virginière, que vous avez ici, et le site de la Vigu, qui étaient déjà identifiés dans le premier SAGE comme étant à fort intérêt d'un point de vue hydrologique et écologique, et sur lequel la maîtrise foncière devait être recherchée. Donc, le parc avait déjà engagé donc, une première démarche de maîtrise foncière dès 2005. Et au fur et à mesure de cette maîtrise foncière, un plan de gestion s'est mis en place sur ces sites, en partenariat avec le syndicat de rivière et encore une fois le conservatoire d'espaces naturels du Vaucluse. Donc là, on a des situations où on s'y trouvé soit avec de l'achat, soit avec de la convention avec les propriétaires,
ou également un cas de figure avec un bail environnemental, un bail amphithéotique, pardon. Donc en 2010, quand la veille foncière s'est mise en place sur ce site, du coup, on a eu d'autres alertes foncières qui se sont. Enfin, on a eu l'opportunité d'avoir des achats par l'alerte foncière. Et puis en même temps, le syndicat de Rivière a recherché aussi de la maîtrise foncière sur des sites où il envisageait des travaux de restauration hydromorphologique. Donc c'est le cas sur le site de la Pérussière, sur le Calavon. Le parc avait déjà la maîtrise foncière de la rive gauche et le syndicat a apporté une maîtrise foncière sur la rive droite pour pouvoir après faciliter la mise en œuvre de ces travaux. Donc là également, la maîtrise foncière ou par acquisition ou par convention. Très récemment, là, depuis donc 2019, au final, donc, on a donc, près de 100 hectares en fait, concernés là, par les zones humides que vous avez sur le plan en rouge, là, qui sont aujourd'hui inscrites en espace naturel sensible, qui sont inscrites dans le réseau des ENS du département du Vaucluse, avec derrière le renouvellement du précédent plan de gestion qui va se mettre en place dès l'année prochaine. Donc aujourd'hui, sur ces centaines d'hectares, il y en a plus de 60%, plus de 60% qui sont sous maîtrise foncière. Et le reste, où la démarche est en cours auprès des propriétaires. Alors, pour faire un petit bilan rapide et un peu des limites et des contraintes finalement auxquelles on s'est confronté. Vous voyez bien qu'il y a, pour arriver à une stratégie foncière, évidemment, il faut toute une démarche qui est fonction des enjeux, des objectifs qu'on veut se fixer. Donc, ça a été par le biais du SAGE là, et des inventaires et du plan de gestion stratégique, ça a permis d'identifier justement ces secteurs prioritaires sur lesquels il fallait intervenir. Le volet animation foncière, je pense que ça a déjà été dit, mais c'est un travail qui est parfois sous-estimé en fait dans cette démarche. C'est-à-dire que ça demande un important travail de contact avec les propriétaires, de relations. Il y a aussi toute la partie un peu administrative, on va dire, des choses qui peut être assez chronophage. Le dispositif en lui-même, Veille SAFER, a été pour nous une opportunité. Ça a été très bénéfique puisque ça nous a permis de nous positionner sur des ventes auxquelles nous n'aurions pas pu être au courant sans ce dispositif. Mais c'est vrai que ça nécessite une réactivité, une capacité à mobiliser des moyens de façon importante puisqu'il faut 15 jours, on a un délai de 15 jours pour se positionner sur une alerte foncière. Et il faut pouvoir mobiliser derrière aussi des moyens financiers, donc les financements publics ou mécénat éventuellement, pour pouvoir se positionner à l'achat. Dans le cas des prairies, également de l'Ancrème, là où il y a, ou quel que soit le lieu d'ailleurs, là où il y a un usage agricole, il faut savoir que le droit de préemption environnemental de la SAFER ne prévaut pas à celui de l'agriculteur, s'il y en a un en place et s'il n'est pas le propriétaire lui-même. C'est quand même le fermier qui est prioritaire à l'achat. Donc, il y a du coup forcément, on a eu beaucoup de cas de figure sur le cas de l'Ancrème où des fermiers ont souhaité donc, se positionner sur la vente des parcelles qu'ils cultivaient et avec qui on avait pris contact quand même pour leur dire qu'on pouvait se substituer à cet achat tout en les laissant, eux, la gestion de l'espace par un bail, mais un bail environnemental. Mais voilà, ça n'a pas été des positions qui ont abouti. C'est-à-dire que les agriculteurs ont préféré maîtriser leur foncier sans avoir, entre guillemets, de contraintes, en sachant que ces mêmes propriétaires, ces mêmes fermiers s'étaient quand même engagés dans des mesures agro-environnementales sur les sites. Donc les contraintes environnementales n'allaient pas allait en avoir beaucoup plus que le MAE. Ensuite, il y a un aspect aussi à prendre en compte, c'est qu'on peut se retrouver avec un bien à la vente qui est aussi concerné par du bâti. Donc, dans ce cas de figure, la préemption partielle sur une partie du bien est possible, mais ça peut être compliqué puisque
si la préemption de la SAFER se fait, le propriétaire qui vend le bien peut se retourner contre la SAFER en disant vous me dévalorisez mon bien, donc si vous souhaitez donc acheter une partie de la parcelle, ben, en fait non, vous achetez tout, quoi. Donc là, dans ces cas de figure, c'est vrai que dès qu'il y a du bâti, ça devient compliqué à mettre en œuvre. Bien souvent, on se retire de ces opérations. Ensuite, donc, on l'a vu, il y a des maîtrises foncières. Alors, maîtrise foncière, moi, je n'entendais pas forcément que acquisition hein, derrière cette notion-là. Pour moi, il y a aussi de la maîtrise foncière qui peut se faire par d'autres outils. Donc, j'y mettais notamment les ORE là, qui ont été présentés. Un aspect donc aussi à prendre en compte, c'est l'impact financier des frais annexes qu'il peut y avoir sur une acquisition. Vous verrez tout à l'heure, j'ai un exemple là-dessus où des fois les frais sont plus chers que l'achat même. Il peut y avoir beaucoup de frais entre les frais de SAFER, les frais de stockage de biens, s'il y a un temps dans l'instruction des dossiers, la formalisation de l'acquisition, il peut y avoir un temps de stockage du bien par la SAFER, des frais de géomètre qu'il peut y avoir, et évidemment aussi les frais de notaire. Et ces procédures-là peuvent être longues, notamment pour les notaires. Je ne sais pas si c'est propre à notre territoire, mais bien souvent, pour les notaires, ce n'est pas une priorité hein, de traiter un dossier d'achat d'une petite zone humide ou d'une petite parcelle, quand en face, ils ont des dossiers à plusieurs millions d'euros pour du bâti, quoi. Donc, la priorité est rarement donnée à nos dossiers, donc ça peut prendre énormément de temps. Donc là, les dernières expériences qu'on a menées, ça a été de passer plutôt par des actes administratifs, ce qui rend les choses beaucoup plus rapides et finalement même à peu près dans le même tarif que les notaires, voire même un peu moins cher. Ensuite, donc ça c'était pour les cas plutôt sur les prairies, mais aussi les cours d'eau. Mais dans le cas des cours d'eau, il y a aussi une situation particulière, notamment ce qui nous a concerné nous sur le Calavon, qui est un cours d'eau non domanial, hein, donc privé. C'est les espaces qui sont non cadastrés de la rivière. Donc pour ça, je vais vous présenter deux exemples. Donc le premier exemple, c'est un cas de figure en fait où je pense qu'il doit se trouver souvent sur les cadastres, sur les bords de cours d'eau. C'est-à-dire qu'on a des parcelles là, que vous voyez qui sont en bleu ciel très clair, là, qui sont cadastrées, donc avec des numéros de parcelles, et puis des grands espaces non cadastrés, alors que la rivière se trouve à cet endroit. Et ça, ce sont des espaces qui sont… En fait, le cadastre était ancien, il date de l'époque napoléonienne, et ce sont des espaces qui étaient des anciens lits de la rivière qui ont petit à petit été occupés, hein, ou la rivière qui a évolué, qui a changé de lit, mais le cadastre n'a jamais été mis à jour. Et il s'est trouvé dans cette situation que nous, on était donc en discussion pour se porter sur la maîtrise foncière des bords de ripiscibles du Calavon, sur tous ces espaces-là. Et ça concernait plusieurs parcelles riveraines au-dessus, et dans le cas des cours d'eau non domaniaux, le droit de propriété est à rattacher jusqu'à l'axe central du lit mineur, même si l'espace n'est pas cadastré. Donc, il y a eu tout un travail de bornage, de géomètre, pour savoir à quel propriétaire appartenait telle partie du cours d'eau, là, de l'espace non cadastré. Donc ça a été une opération assez longue, donc avec des frais forcément hein, de géomètre. Donc on est souvent dans des situations, pour ces cours d'eau non domaniaux, dans ces situations où on doit passer par ces étapes-là pour aller jusqu'à la partie… formaliser la partie foncière qui nous intéresse, puisque les parties agricoles aujourd'hui, au-dessus, ce n'étaient pas ces espaces-là qui étaient concernés par la maîtrise foncière. Le deuxième cas de figure, c'est dans le cadre d'une alerte foncière qu'on a reçue aussi de la SAFER, où donc un ensemble de parcelles agricoles avec une maison était concerné à la vente, et ces parcelles dont les limites de propriété s'arrêtent aux Hautes-Berges avait un droit de propriété donc également sur la partie de la rivière. Là, dans ce cas de figure-là, on ne pouvait pas faire de la délimitation cadastrale de cet espace-là, puisqu'en fait, quand on veut délimiter un espace non cadastré d'un cours d'eau, on doit s'en tenir aux limites de Hautes-Berges.
Donc, dans le cas précédent, le haut de berge était matérialisé ici, donc on pouvait cadastrer cet espace-là. Mais ici, dans ce cas de figure, le haut de berge est vraiment la limite des parcelles déjà présentes avec les limites du cadastre. Donc ici, on était sur un espace non cadastré et non cadastrable. Donc, avec l'acquéreur du bien, on s'est entendu que pour on puisse acquérir une bande tampon, un peu dans le même cas de figure que ce que j'ai entendu ce matin là, des Sorgues, une bande tampon le long de la rivière. Donc, on a fait une division parcellaire, en fait. On a pris 2 mètres, donc, vraiment pas grand-chose, hein, juste le bord, permettant de donner le droit de propriété, en achetant cette partie-là de 2 mètres tout le long, d'avoir un droit de propriété sur l'ensemble. Donc, en achetant en gros 2000 mètres carrés, on avait un droit de propriété sur 2 hectares. Donc, voilà, c'est un peu les deux situations et cas de figure qu'on a rencontrés souvent et qui, donc, du coup, peuvent amener pas mal de procédures assez longues entre géomètres, notaires, discussions avec les propriétaires. Donc, voilà. Et donc, un petit bilan, alors c'est le tableau, c'est pas le tableau en lui-même, là, c'est plus les gros chiffres qu'il faut regarder. C'était juste pour faire apparaître le fait que entre cette notion de surface cadastrée, là, sur lequel on a la maîtrise foncière aujourd'hui, et l'espace non cadastré, finalement, que je vous expliquais précédemment, on va avoir une différence assez importante, sachant que le coût d'achat, il se fait sur la partie cadastrée. Donc, ça nous ramène à des frais, à des coûts d'achat qui sont relativement faibles. Sur le Calavon, on était dans les situations en moyenne autour de 0,20, 0,25 euros du mètre carré, mais ça a été beaucoup plus bas. Et si on intègre le domaine non cadastré, voilà, on peut avoir ramener aux surfaces des coûts assez faibles d'achat. Et par contre, des coûts de frais plus élevés, comme je vous l'expliquais, donc dans des situations où on est par exemple sur l'achat de mine, on a plus cher de frais de notaire, de géomètre ou d'achat liés à la maîtrise, enfin, le dispositif de veille foncière avec la SAFER.